Mesdames, Messieurs, bonjour. Le jury du dimanche qui reçoit aujourd'hui Monsieur Draman Aïdara, directeur de l'équipe d'appui technique de l'OIT au travail décent pour l'Afrique de l'Ouest et bureau de pays de l'OIT pour le Sénégal, le Cabo-Verde, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Bonjour, Monsieur le directeur. Bonjour. Vous êtes macroéconomiste de formation et spécialiste principal des politiques et stratégies de développement de l'emploi à l'Organisation internationale du travail. Fonctionnaire du BIT depuis une vingtaine d'années, vous avez occupé, avant vos fonctions actuelles, le poste de directeur du bureau des pays de l'OIT pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo à Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous avez également participé à la formulation de différentes politiques nationales de l'emploi en Afrique de l'Ouest, à Madagascar et aux Comores. Il y a aussi votre forte implication dans la mise en place des agences emploi jeunes et des fonds emploi jeunes, notamment au Mali, votre pays, en Mauritanie, au Sénégal. On peut en dire autant de l'intégration de l'emploi dans les stratégies de réduction de la pauvreté et des plans nationaux de développement dans les pays de la sous-région. À votre compte, plusieurs publications, études relatives à la problématique de l'emploi et son lien avec le développement économique et social. Vous êtes membre fondateur de l'Association africaine des services d'emploi public ACEP. Monsieur Aïdara a commencé sa carrière, il faut quand même le mentionner, en travaillant pour le gouvernement de son pays, le Mali, avec de hautes fonctions de direction dans les domaines économiques, de l'emploi et de la formation professionnelle. Charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Le Mali, justement, votre pays, vient de perdre son ancien président, Amadou Toumani Touré, surnommé le soldat de la démocratie. Vous l'avez connu, quel témoignage? Merci beaucoup de cette opportunité que vous m'offrez de participer à ce débat du jury de dimanche. Et je voudrais aussi profiter de votre plateau pour m'incliner devant la mémoire de cet illustre disparu. Le président Amadou Toumani Touré, vous l'avez dit, a été considéré par l'ensemble de ses concitoyens comme étant le soldat d'abord de la démocratie, mais en même temps aussi le soldat du développement. C'était un militaire engagé, un homme d'État engagé, qui avait de l'amour de son pays et qui était un véritable bâtisseur. Le Mali perd en lui, l'Afrique perd en lui un grand homme d'État. Et je voudrais présenter mes condoléances à l'ensemble du peuple malien, mais aussi à sa famille éplorée. Vous l'avez dit, j'ai connu le président Amadou Toumani Touré depuis de très longues dates. Nous avons réalisé un certain nombre de choses ensemble. Je le prenais comme un grand frère. Et aujourd'hui, je pleure la mort d'un frère, d'un ami, mais c'est tout le peuple malien aussi qui pleure la perte de ce grand homme d'État. Vous avez failli être son ministre. Oui, bon, les concours de circonstances n'ont pas fait en sorte que je puisse honorer, n'est-ce pas, cette confiance que le président avait placée à ma personne. C'était en 2002, lors de la création de son tout premier gouvernement. Mais cela n'a pas empêché que nous avons continué à cheminer ensemble. Il m'avait nommé ministre de l'Emploi, bien évidemment, parce qu'en venant au pouvoir, il avait dit que l'emploi des jeunes était la priorité de son mandat présidentiel. Et il avait estimé que, compte tenu de mon parcours, je pouvais l'appuyer sur ce chantier. Même si l'histoire a fait en sorte que je n'ai pas pu occuper cette fonction ministérielle, mais nous avons quand même travaillé ensemble. Et j'ai été un acteur majeur dans la mise en place de l'agence emploi des jeunes, qui est une agence dédiée pour la question de l'emploi des jeunes, qui lui tenait beaucoup à cœur. Mais nous avons aussi travaillé ensemble sur la formulation d'un certain nombre de stratégies et de plans d'action sur les questions emploi et singulièrement emploi des jeunes. Le Mali et le Sénégal, c'est aussi cette visite du président de transition Bandao. Lundi, comment vous comprenez cette visite? Le Sénégal est un des tout premiers pays à recevoir le président de transition depuis qu'il est aux affaires. Je voudrais encore une fois profiter aussi de votre plateau pour saluer tout l'engagement du président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, pour toutes les épreuves que le Mali vient de traverser
à travers cette période de transition. Nous savons que le président Macky Sall est très attentionné et porte une attention particulière à tout ce qui se passe aujourd'hui au Mali, qui est un pays frère, qui est un pays ami et proche du Sénégal. Je pense que la visite du président de la transition, Bandaou, s'inscrit dans ce cadre-là pour venir remercier le président de la République du Sénégal et continuer à bénéficier de son soutien et de son accompagnement pour que le Mali puisse mieux réussir cette transition, parce que le monde entier est en train d'observer le Mali. Et je pense que les responsables qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays pour cette transition n'ont pas le droit à l'échec. Parlons de l'Organisation internationale du travail. Vous êtes le directeur de l'OIT au Sénégal, mais aussi j'ai mentionné la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Cabo-Verde. Quelle est la mission, avant tout, de l'OIT? Nous sommes la plus vieille agence spécialisée du système des Nations Unies. En 2019, l'OIT a célébré ses 100 ans d'existence. Et c'est une organisation qui a été créée dans le cadre de la Société des Nations, avant la création de l'Organisation des Nations Unies. Et le but de cette organisation, c'est de défendre l'équité et la justice sociale. Du point de vue de son mandat, cette organisation intervient pour travailler avec l'ensemble de ses États membres et pour assurer ce que nous appelons aujourd'hui la promotion de l'agenda du travail décent. Et le but qui est recherché aujourd'hui par l'Organisation internationale du travail, c'est de faire en sorte que partout dans le monde, chaque femme, chaque homme puisse obtenir un emploi productif, un emploi de qualité, dans les conditions de liberté, dans les conditions d'équité, dans les conditions de sécurité, mais aussi dans les conditions de dignité humaine. Mais si on regarde entre cet objectif, cet idéal, ce rêve, et la réalité aujourd'hui, le fossé, il est assez grand. Et comment nous devons donc travailler ensemble pour réduire davantage ce fossé, faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent avoir accès à un emploi productif, à un emploi de qualité, faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent avoir un minimum de couverture ou de protection sociale, mais aussi que le dialogue social se renforce entre employeurs, entre travailleurs. Nous sommes aussi la seule agence du système des Nations Unies qui est tripartite. Nous travaillons avec les gouvernements, mais également avec les organisations d'employeurs et les syndicats de travailleurs. L'agenda du travail décent, vous ne dites pas seulement travail, mais vous ajoutez décent. Cela renvoie à quoi concrètement? Oui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, au niveau de l'Organisation internationale du travail, nous ne sommes pas seulement que pour la création des emplois. Nous voulons que ce soit des emplois durables, des emplois productifs, et que ceux-ci puissent s'accompagner d'un certain nombre de conditions de travail. Et d'où la notion de travail décent. C'est un emploi productif, un emploi de qualité, mais qui s'obtient dans les conditions de liberté, pour qu'il n'y ait pas de déni de droits, dans les conditions d'équité, n'est-ce pas, égalité hommes-femmes, des conditions de protection, pour que ces travailleurs puissent bénéficier aussi d'un minimum de couverture sociale, de protection sociale, de santé et sécurité au travail, et également que ceci puisse se faire dans un cadre de dialogue. C'est donc l'ensemble de ces notions qui se trouvent regroupées au sein d'abord de cet objectif, de cet idéal de travail décent, mais aujourd'hui qui est devenu un agenda international. Si vous regardez aujourd'hui les objectifs du développement durable, l'objectif 8 porte sur cet agenda du travail décent. Maintenant, au niveau des pays, au niveau des différentes régions à travers le monde, cet agenda a été traduit en programme. Et pour le Sénégal et pour également les autres pays de la sous-région, l'OIT a accompagné ces pays dans la formulation de ce qu'on appelle des programmes par pays de promotion du travail décent, qui prennent en compte les 4 axes stratégiques majeurs de l'agenda du travail décent, qui sont les normes internationales du travail, qui sont les questions d'emploi. Et quand nous disons emploi, il faut bien le préciser, c'est l'emploi pris dans son sens le plus large, intégrant les questions du développement des entreprises, les questions du développement des compétences, parce qu'aujourd'hui, la question de l'éducation, la question de la formation professionnelle, elles sont des questions majeures. Et d'ailleurs, sur les questions emploi des jeunes, pour nous, c'est d'avoir des questions de qualification, des questions de développement des compétences. Il y a comme autre axe majeur la protection sociale, comment renforcer les dispositifs de sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale, mais comment aussi étendre la couverture aux couches les plus pauvres, aux couches les plus diminuées, quand on sait que dans les pays comme les pays africains, il n'y a pas plus de 20% de la population active qui bénéficie d'un minimum de couverture ou de protection sociale. Et enfin,
le dialogue social. Comment faire en sorte que dans les pays, les capacités des organisations d'employeurs, les capacités des organisations de travailleurs et même des gouvernements puissent être renforcées, mais en même temps qu'on puisse aussi mettre dans les différents pays des cadres de concertation et des cadres de dialogue social. Vous avez aussi un rôle de supervision ou de surveillance de ce que font les États, vous donnez des statistiques, vous faites des rapports. Récemment, l'OIT a publié un rapport sur le chômage. Ce qu'on a eu comme information, qui a été largement commentée d'ailleurs, c'est que le Sénégal est classé à la 3e place parmi les 10 pays les plus affectés par le chômage, derrière le Burkina, juste après le Burkina Faso et la Syrie. Vous avez parlé d'un taux de chômage de 48%. Le gouvernement du Sénégal parle de 16%. C'est quoi le bon chiffre finalement? La publication de ce rapport a fait l'objet de beaucoup de commentaires et de controverses. Nous avons aussi appris, en même temps que vous, en même temps que d'autres de vos auditeurs, la publication de ce rapport, et en disant que c'est un rapport de l'Organisation internationale du travail. D'abord, ce rapport n'est pas un rapport de l'OIT, je le dis de manière claire et ferme. Ensuite, préciser que l'OIT ne produit pas des rapports nationaux. Notre rôle, c'est d'accompagner les instituts nationaux de statistiques, renforcer leurs capacités, les doter d'outils pour qu'ils puissent être en mesure de produire régulièrement des statistiques nationales. Et maintenant, ce sont ces statistiques nationales que nous, en tant qu'OIT, nous prenons pour faire des comparaisons sur le plan régional et sur le plan international. Nous avons été très surpris de voir que ce rapport était un rapport de l'OIT et qui disait que le Sénégal est classé 3e à travers le monde avec un taux de chômage de 48%. Les chiffres que nous avons à notre niveau, que nous considérons aujourd'hui dans nos réflexions, dans nos études concernant le Sénégal, c'est les chiffres de l'ANSD. Et ces chiffres qui parlent de 16%. Donc ce sont ces 16% que nous, en tant qu'OIT, nous utilisons aujourd'hui comme taux de chômage officiel au niveau du Sénégal. Chiffre que vous confirmez? Bien sûr, parce que nous assistons l'ANSD dans la collecte et le traitement de ces informations. Mais les autres statistiques dont il est fait mention, où on parle du BIT comme étant un rapport produit par le BIT, je m'inscris en faux. Au niveau de votre plateau, ce n'est pas des statistiques ni des chiffres du BIT. D'où vient ce rapport alors? Nous nous sommes posé la même question. Nous nous sommes posé la même question et nous avons cherché à savoir d'où ça vient. Jusqu'à présent, nous ne savons pas d'où viennent ces chiffres ou ces rapports. Mais ce que je peux attester aujourd'hui, de manière officielle et claire, c'est de dire que ce n'est pas des chiffres du BIT, ce n'est pas un rapport du BIT, et notre rôle n'est pas de produire des chiffres nationaux. Nous renforçons, comme je l'ai dit, je le répète encore, je pense que c'est important de renforcer les capacités des instituts nationaux de statistiques qui ont en charge de produire des données statistiques au niveau national sur les questions d'emploi. Oui, on aimerait quand même bien comprendre. On sait que les organisations ou les organismes des Nations Unies fonctionnent aussi sur la base de rapports. Il y a des rapports annuels qui sont régulièrement produits, le rapport du PNUD, Doing Business, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, vous dites qu'il n'y a pas du tout de rapport. L'OIT ne produit pas de rapport annuel. L'OIT produit des rapports. Oui. C'est ce que je disais. L'OIT produit des rapports, par exemple, pour connaître la situation de l'emploi dans le monde. L'OIT fait des rapports réguliers sur les tendances mondiales de l'emploi dans le monde. Mais les chiffres bruts que nous utilisons pour faire ces comparaisons, pour connaître la situation de l'emploi dans le monde, les tendances de l'emploi dans le monde, ces chiffres, nous les utilisons sur la base des données produites par les instituts nationaux de statistiques, que nous accompagnons, que nous renforçons les capacités, mais aussi que nous dotons d'outils leur permettant de pouvoir produire ces données-là. Et ce sont ces données que nous utilisons pour produire des rapports sur la situation globale de l'emploi dans le monde, les projections, mais aussi les tendances. Vous ne croyez pas au chiffre de 48% sur la base de votre connaissance de la question de l'emploi au Sénégal et dans la sous-région? Absolument. Ceci, je le confirme. En même temps, ça me permet aussi de donner quelques précisions sur
cet indicateur, ce ratio, ce taux, qui est le taux de chômage. Et souvent d'ailleurs, je me dis, quand je suis dans certaines conférences ou certains forums, je dis, c'est un indicateur de mon point de vue politique lorsqu'on aborde la question du marché du travail en Afrique. Parce que le chômage, pour mieux le caractériser, le chômage est caractéristique d'un marché du travail salarié. Mais le salariat représente la part congrue du marché du travail en Afrique. Nous avons des économies où l'informalité domine l'essentiel. Par exemple, aujourd'hui, vous prenez la plupart des pays d'Afrique, le secteur informel, l'économie informelle représente plus de 80 à 90% de l'ensemble de l'économie. Vous prenez des emplois, plus de 70% à 80% des emplois non agricoles se trouvent être dans l'économie informelle. Donc même si on calcule le taux de chômage, dans la plupart des pays d'Afrique, bien évidemment, on tombe sur des taux faibles. Et donc nous estimons que le taux de chômage au niveau du Sénégal, calculé sur la base des standards au niveau international, se trouve être aujourd'hui les 16% fournis par l'ANSD. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous vivons une nouvelle vague de migration clandestine pour beaucoup d'observateurs, mais aussi il ressort des analyses faites par des organismes nationaux comme internationaux. Cette nouvelle vague est aussi la résultante de la crise de l'emploi. L'Afrique a une population jeune. C'est même l'explication qui est donnée à sa résilience face au nouveau coronavirus. Mais une jeunesse africaine toujours tentée par la migration clandestine. Vu de l'OIT, quelle est la lecture que vous avez du phénomène et quel est le rôle justement de votre organisation? Hélas, en Afrique aujourd'hui, et depuis un certain temps, on voit ce phénomène de migration, et surtout de migration clandestine, se développer. Et la question que l'on se pose, c'est de chercher d'abord à savoir quelles sont les causes qui justifient cette migration clandestine. Aujourd'hui, au niveau de l'OIT, les éléments de réponse que nous avons par rapport à cette question, c'est que cette question de la migration irrégulière ou clandestine est liée au manque d'opportunités d'emploi et de revenus. Il est lié également à la jeunesse des populations africaines. C'est également lié à tous ces conflits que nous rencontrons un peu ça et là, et également aux questions d'insécurité. Et la pandémie de Covid-19 est venue exacerber également cette situation. Nous, au niveau de l'OIT, nous estimons que ce qu'il faut aujourd'hui pour trouver des solutions palliatives à cette question de l'immigration irrégulière ou de l'immigration clandestine, c'est de créer des opportunités au niveau des pays d'origine pour faire en sorte que ces jeunes qui sont tentés par l'aventure puissent avoir des activités, puissent être occupés, toutes choses qui pourraient leur permettre de rester dans leur propre pays et ne pas être tentés par l'aventure. Donc il faut créer vraiment des véritables opportunités au niveau des pays par des créations d'emplois, des activités génératrices de revenus, toutes choses qui puissent permettre à ces jeunes-là aujourd'hui de rester dans leur propre pays. Parce qu'ils estiment que la donnée chômage est une donnée essentielle. La donne chômage est essentielle. Elle est essentielle. La migration est d'abord une migration, c'est une migration, comme on dit, de main-d'œuvre. C'est beaucoup plus une migration de main-d'œuvre. La plupart de ces jeunes qui immigrent aujourd'hui, qui prennent des bateaux, tous ces jeunes-là, c'est pour des questions de survie. Et donc, s'ils trouvent des opportunités au niveau de leur propre pays, des pays d'origine, il va sans dire que ces jeunes-là n'auront pas tenté l'expérience ou aller risquer leur vie en prenant des pirogues ou en traversant le Sahara. Est-ce qu'on peut parler d'échec des politiques d'emploi en Afrique quand on voit ces vagues de migrants irréguliers, la plupart des jeunes, et qui meurent, il faut le dire, qui meurent par milliers? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part échec des politiques d'emploi, puisque c'est une problématique que vous connaissez très bien? Oui, je dirais que là, c'est mitigé. C'est mitigé, c'est vrai qu'il faut reconnaître. Nos pays, et singulièrement les pays de l'Afrique de l'Ouest, que nous connaissons le mieux, font beaucoup d'efforts en matière de stratégie, en matière de politique d'emploi. Et la plupart dans la mer, apparemment. Oui, mais je ne dirais pas cela, parce que la plupart, vous vous souvenez, la plupart des chefs d'État de la sous-région
dans le cadre de leur mandat présidentiel, ils ont toujours inscrit la question de l'emploi des jeunes comme une de leurs priorités. Et les différents plans nationaux de développement, si je prends le cas du Sénégal, le plan Sénégal émergent, les autres pays, le plan national de développement, l'ensemble de ces programmes et plans nationaux de développement traitent la question de l'emploi et singulièrement de l'emploi des jeunes comme étant une priorité. Aucun pays au monde aujourd'hui, aucun, ne peut se targuer d'avoir résolu définitivement cette question de la crise de l'emploi des jeunes. Il faut sortir des chantiers battus, il faut développer des stratégies, des politiques et des programmes. Mais simplement, on se rend compte, peut-être ça pourra permettre de répondre un peu aussi à votre question, on se rend compte que lorsqu'on regarde un peu ces politiques de l'emploi qui sont formulées, la plupart de ces politiques sont souvent confondues avec des plans ou des programmes des ministères en charge de l'emploi. Alors que la politique de l'emploi est d'abord une politique macroéconomique. Parce que l'emploi lui-même n'est pas sectoriel. L'emploi, il traverse tout le champ de l'économique et du social. Et donc, si on veut développer une véritable politique de l'emploi, il faut que cette dimension soit prise en compte. Elle est d'abord une politique macroéconomique. Nous voulons assurer des croissances pour nos pays. La question que l'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir quel type de croissance. Quel type de croissance et quels sont les secteurs, n'est-ce pas, qui permettent de tirer cette croissance. Il faut que ce soit des secteurs productifs, des secteurs qui permettent de générer un maximum d'emplois. Bien évidemment aussi, au-delà de la politique macroéconomique, il faut des politiques sectorielles, des politiques d'éducation, des politiques d'infrastructure, des politiques agricoles qui puissent permettre aussi de générer un maximum d'emplois pour les jeunes aujourd'hui au niveau de nos pays. Vous dites faire un taux de croissance de 6, 7, voire à 2 chiffres, c'est peut-être bien, mais ce n'est pas suffisant parce que cette croissance n'est pas inclusive. Absolument. C'est ce que vous êtes en train de dire. Si on regarde un peu, peut-être maintenant avec la crise de Covid-19, on est en train de tomber dans une certaine récession économique. Et sinon, si on regarde les 10 ou les 15 dernières années passées, sur les 10 à 15 pays à taux de croissance élevé du monde, peut-être la moitié se trouve en Afrique. Mais c'est en même temps dans ces mêmes pays que vous avez le plus de chômage, le plus de pauvreté. Donc le phénomène migratoire. Exactement. Avec une jeunesse africaine de plus en plus très remontée contre sa classe dirigeante. La jeunesse africaine, oui, je pense aujourd'hui, est une jeunesse consciente qui a compris qu'elle doit aussi prendre sa destinée en main, qu'elle doit travailler avec les dirigeants politiques pour avoir des solutions communes, des solutions ensemble. Et donc, c'est toutes ces questions qui, aujourd'hui, de notre point de vue, qui doivent être prises en compte lorsqu'on veut aborder des politiques. Parce qu'on ne peut pas formuler des politiques, des programmes ou des plans pour des jeunes sans aussi leur contribution et leur implication. Et c'est la raison pour laquelle vous regardez aujourd'hui toutes ces agences emploi des jeunes qui sont créées et autres structures en charge des questions d'emploi. Les jeunes eux-mêmes participent. Donc, je pense que c'est aussi un début de solution pour permettre de trouver vraiment des palliatifs à ce genre de situation, parce qu'on a beau développer des stratégies, on a beau avoir un niveau de croissance élevé, tant que ces croissances ne sont pas inclusives, ces croissances ne permettent pas de générer un maximum d'emplois pour les jeunes. Et j'ai l'habitude aussi de dire que nous ne devons pas, lorsqu'on veut développer aujourd'hui des politiques macroéconomiques, des politiques de croissance, nous ne devons pas nous contenter uniquement d'assurer des grands équilibres macroéconomiques et macrofinanciers. Ce qu'il faut, c'est des croissances qui permettent de générer un maximum d'emplois qui soient des croissances inclusives. Il faut intégrer la question de l'emploi, la question de la protection sociale et la question également du dialogue. Ces aspects sont, de mon point de vue, extrêmement importants et je pense que tout le monde l'a compris aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir de progrès économique, de développement économique sans progrès social. Les deux, de mon point de vue, vont ensemble. Déjà que cette croissance n'est pas inclusive, mais que risque-t-il de passer avec un taux de croissance qui baisse du fait justement de la crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Il faut intégrer, c'est le discours de l'OIT, intégrer dans nos réflexions, intégrer dans nos stratégies cette dimension emploi et cette dimension également de protection sociale qui puisse permettre de faire en sorte qu'on puisse avoir des politiques, des dispositifs et des programmes
aujourd'hui qui puisse permettre à un maximum de jeunes au moins d'avoir des emplois. Également des soutiens aux entreprises qui puissent permettre à ces entreprises-là de ne pas aussi être trop impactées par cette pandémie de Covid-19. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche e-radio ITV qui reçoit Draman Haïdara, directeur de l'OIT au Sénégal, en Gambie, au Cabo-Verde, en Guinée-Bissau. Alors, vous êtes également, ou vous avez été directeur du bureau de pays de l'OIT pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ne faudrait-il pas envisager finalement une politique migratoire et éventuellement d'emploi en Afrique de l'Ouest? Est-ce que cette politique commune existe déjà et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux répondre à la problématique de l'emploi des jeunes qui aujourd'hui se manifeste par cette migration irrégulière? Les deux politiques communautaires régionales existent au niveau de l'ECOWAS, donc au niveau de la CEDEAO. Le BIT a accompagné la CEDEAO à formuler, c'était déjà les années 2017 jusqu'en 2018, à formuler et à se doter d'une politique régionale migratoire. Et aussi une politique nationale de l'emploi et du travail décent, qui est une politique communautaire, une politique régionale pour l'ensemble des États de la CEDEAO. Et nous sommes en train actuellement d'accompagner la même organisation régionale, économique régionale, à se doter de plans d'action pour traduire ces politiques migratoires, ces politiques d'emploi en action concrète. Mais aujourd'hui, on peut affirmer qu'au niveau de la CEDEAO, des politiques migratoires existent, et également des politiques d'emploi et de travail décent. Cela pourrait être vraiment la réponse, en tout cas la meilleure réponse possible au phénomène migratoire. Parce que si on prend l'exemple du Sénégal, ce qu'on remarque, c'est que le Sénégal est un pays de départ, c'est un pays de transit, c'est aussi un pays de destination. Tous ces jeunes qui partent du Sénégal ne sont pas forcément que des ressortissants sénégalais, donc il faut une approche globale. Mais vous dites que cette politique migratoire commune existe dans l'espace CEDEAO, mais comment elle se manifeste réellement sur le terrain? Elle se manifeste sur le terrain à travers les stratégies, mais aussi les accompagnements que nous avons proposés. Vous avez dit tout à l'heure, le Sénégal est pays de transit, il est pays d'accueil, il est pays aussi de départ. Et si on prend d'autres pays également de la sous-région, des pays comme la Côte d'Ivoire, c'est exactement la même chose. Oui. Et certains pays peut-être peuvent être considérés comme étant des pays de départ, notamment le Burkina Faso, des pays comme le Mali. Donc, tout ceci nécessite la mise en place d'une politique communautaire qui puisse permettre de répondre de manière collective et de manière commune à cette problématique. Donc, avant de voir comment est-ce qu'il faut gérer cette question migratoire en dehors, n'est-ce pas, de cette communauté, cherchons d'abord à régler, n'est-ce pas, la question migratoire à l'intérieur de cet espace. Parce que même ces questions d'inégalité, d'exploitation de ces travailleurs migrants, autant on le sent à l'extérieur de la communauté, mais on le sent également à l'intérieur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au niveau des États. Et donc, une politique commune permet de résoudre ces questions d'inégalité, des abus, n'est-ce pas, dont sont victimes, n'est-ce pas, ces populations migrantes. Donc, une politique nationale ou régionale permet, de notre point de vue, de régler ces questions-là. Et le rôle de l'OIT, c'est un rôle d'accompagnement. Et comme je le disais tantôt, c'est de développer de manière communautaire au niveau de ces États des politiques qui sont des politiques d'emploi communes, parce que les problématiques sont les mêmes. Les marchés du travail, ils ont les mêmes caractéristiques. Et donc, trouver des solutions sur les questions d'emploi, les questions de protection sociale, mais aussi les questions de dialogue au niveau de ces pays pour permettre également d'avoir une politique migratoire qui soit une politique plus saine, une politique plus régulière au détriment de la politique, au détriment de la migration clandestine ou irrégulière. Alors, vous avez travaillé sur les agences emploi jeunes, les fonds
emploi jeune. Cela existe presque dans tous nos pays, en tout cas si nous prenons l'exemple de notre espace sous-régional. Est-ce que, à l'épreuve, ces agences et fonds se sont révélés efficaces, d'où d'ailleurs les questions de nos internautes, Alioune Badara Sadia qui dit « Croyez-vous que la responsabilité de l'État du Sénégal, à titre d'exemple, n'est pas engagée finalement dans la mort de ces jeunes Sénégalais partis à l'aventure ?» Il y a également cette question de Mabourba qui aborde la problématique du système éducatif, mais aussi de la formation professionnelle en adéquation avec le marché de l'emploi. Il pense qu'il y a une distorsion entre les deux, la formation et l'adéquation à l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas questionner toutes ces agences et fonds emploi jeunes? Alors, merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de sous-questions dans la question plus globale que vous venez de poser. Et ça prend en compte la pertinence de la création au niveau de différents États de la sous-région des agences emploi jeunes. Et les questions d'adéquation, formation, emploi, l'importance de la formation professionnelle et autres. Et je vais commencer d'abord par les agences et les fonds emploi des jeunes. Si vous remarquez un peu et vous faites un petit recul en arrière dans l'histoire de nos pays, jusqu'au moment de l'indépendance, la plupart de nos pays avaient mis en place au niveau des ministères en charge du travail des services de main-d'œuvre ou des services d'emploi. Et ces services en même temps étaient aussi dotés de ce qu'on appelle le monopole du placement. C'est-à-dire tous les offreurs d'emploi devraient s'adresser à ces services et tous les chercheurs également devraient s'adresser à ces services-là. Mais avec l'évolution de nos pays et aussi avec les programmes de réforme que la plupart de ces pays ont connus avec la Banque mondiale, les programmes d'ajustement et tout le reste, on s'est rendu compte à un moment donné que ces services de main-d'œuvre, ces services d'emploi n'étaient plus des services efficaces. Ils avaient un taux de pénétration sur le marché du travail très faible, pas plus de 10%. Ça veut dire que 90% et des offres et des demandes leur échappaient. Entre-temps, il y a eu aussi des mutations au niveau du marché du travail. Parce que jusqu'à une période récente des années 80, tout ce qui sortait de nos écoles de formation était directement versé dans la fonction publique. Et l'État était le plus grand pourvoyeur d'emplois. Mais il y a eu des mutations à partir des années 80-90, avec le concours d'entrée à la fonction publique, l'État-providence est terminé, et le secteur privé qui prenait un rôle plus important en matière de développement, mais aussi en matière de création d'emplois. Donc il fallait des structures qui puissent s'adapter à cette mutation, à cette évolution du marché du travail. Également des jeunes qui sortent des écoles, qui sont désemparés, qui sont sans emploi. C'est à partir de cet instant, beaucoup de pays ont commencé à réfléchir à la mise en place de structures dédiées à la question de l'emploi et singulièrement l'emploi des jeunes. Mais en même temps, si on procède à une certaine analyse, les services d'emploi, conformément à la Convention 88 de l'OIT, ont 4 fonctions essentielles. C'est les fonctions intermédiation, c'est-à-dire le rapprochement offre et demande, les fonctions promotion de l'emploi, emploi salarié, auto-emploi, les fonctions d'observation du marché, au moins pour savoir quelle est la situation du marché, le taux de chômage, nous allons en parler tout à l'heure, les tendances du marché, et aussi le perfectionnement et la reconversion professionnelle. Mais si nous prenons les pays en Afrique, et singulièrement notre sous-région, le plus important, c'était la dimension promotion de l'emploi, surtout pour des jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail en nombre important. Certains parlent de 200 000 chaque année, d'autres parlent de 300 000 chaque année des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et donc, il fallait des structures dédiées pour prendre en charge cette nouvelle problématique et cette nouvelle cible. C'est ainsi que beaucoup de pays ont commencé à mettre en place des agences emploi des jeunes, qui sont des structures dédiées à la question de l'emploi des jeunes. Et ces agences ont été dotées de fonds pour accompagner les jeunes. Mais on a constaté que l'importance de ces agences et de ces fonds ne peut se faire que lorsque c'est monté dans le cadre d'un partenariat public et privé. Le rôle de l'État n'est pas de créer des emplois,
Le rôle de ces agences n'est pas de créer des emplois, mais de faciliter l'insertion des jeunes. Et ils doivent le faire en relation avec ceux qui ont pour rôle, qui ont pour mission aussi d'assumer cela. Je veux parler des banques, je veux parler des services d'appui, donc qui puissent accompagner également ces agences. Et une vocation majeure pour moi de ces agences emploi jeunes, qui a un peu manqué dans certains pays, au lieu de développer le faire faire. Par exemple, pour statuer sur les documents, des dossiers de crédit pour des jeunes qui veulent monter leur propre affaire, ça c'est l'affaire des banques. Et donc travailler avec les banques à ce sujet-là. Donc pour renforcer les capacités, travailler avec les instituts de formation, pour faire en sorte que des jeunes puissent avoir des capacités à devenir des véritables entrepreneurs. Et les agences les accompagnent avec les fonds dont ils disposent. Parce qu'aujourd'hui, un jeune, il veut être entrepreneur, on lui dira toujours: est-ce que vous avez des garanties? Le jeune, il n'a pas de garantie. Donc le rôle de ces agences, ça peut être d'apporter cette garantie pour le jeune. Mais le financement entier de l'activité du jeune qui s'installe à son propre compte, si on y prend garde et si tout se joue uniquement avec ces agences et ces fonds, sans une implication du secteur privé, sans un partenariat public-privé, dans certains pays, ce n'est pas le cas du Sénégal, fort heureusement, on s'est rendu compte qu'à la fin, non seulement le taux de mortalité des projets des jeunes était extrêmement élevé et le taux de remboursement était extrêmement faible. Donc ces agences doivent être aujourd'hui évaluées, parce que le paradoxe, c'est qu'on a une inflation d'agences, de structures qui sont censées s'occuper de l'emploi, mais la question de l'emploi reste intacte. Pour éviter les duplications, pour éviter les doubles emplois, pour éviter que ces différentes agences ne se marchent sur les plates-bandes des uns et des autres. Donc, pour éviter tout cela, il faut un vrai cadre. Et ce cadre peut trouver sa place dans la formulation d'une politique holistique et d'une politique de l'emploi. C'est ce que nous essayons de faire au niveau des pays que nous couvrons aujourd'hui. Mais la question de l'emploi des jeunes, elle se résout essentiellement à travers ces agences et ces fonds, c'est vrai. C'est une volonté politique de la plupart des chefs d'État, mais ça doit se faire dans un cadre de partenariat public-privé. Il faut que le secteur privé joue son rôle et accompagne également ces agences, et que ces agences également comprennent qu'ils ont un intérêt à travailler avec le secteur privé. L'année 2020, qui tire d'ailleurs à sa fin, est marquée par la pandémie de la Covid-19 ou du Covid-19, c'est selon. Une épidémie partie d'abord de la Chine il y a près d'1 an, en décembre 2019, et qui s'est répandue sur toute la planète. Est-ce que cette pandémie de Covid-19, qui est une crise sanitaire majeure, pour ne pas dire sans précédent, se traduit par une crise du travail pour ce qui concerne votre organisation? Cette pandémie, elle est complexe. Et je dis souvent, sa complexité se retrouve même dans son genre. Vous avez dit tout à l'heure, la Covid ou le Covid, c'est long. Et c'est vrai, au début, c'était une crise sanitaire, mais aujourd'hui, si on regarde le nombre de pertes d'emplois, le nombre de suppressions et de fermetures d'entreprises, on est en droit de se dire que ça va au-delà aujourd'hui d'une crise sanitaire et devient une véritable crise de l'emploi aujourd'hui à travers le monde. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, au mois de juillet passé de cette année, l'Organisation internationale du travail a organisé le plus grand sommet mondial virtuel sur la crise de Covid-19 et le monde du travail. L'ensemble des grands leaders du monde, les chercheurs, les universitaires, les secteurs privés, les syndicats ont chacun exprimé leurs préoccupations face à cette pandémie de Covid et travailler avec le BIT pour faire en sorte qu'on puisse sortir des chantiers battus et accompagner les États pour une véritable riposte à cette pandémie qui n'est pas aujourd'hui seulement qu'une crise sanitaire, mais aussi une crise de l'emploi. Pour nous, ça se fait à travers la stimulation de l'emploi, ça se fait à travers l'accompagnement et le soutien aux entreprises, ça se fait aussi à travers le développement de nouvelles stratégies de protection sociale, essentiellement pour les couches qui ont été les plus affectées par cette crise, et aussi par le dialogue entre l'ensemble des parties prenantes et singulièrement entre employeurs et travailleurs. Oui, on verra tout à l'heure comment se passe ce dialogue, surtout
la question des législations du travail, tant au plan national qu'international. Mais si nous restons sur la thématique de la pandémie, c'est un monde en télétravail, un monde confiné, déconfiné, puis reconfiné. Donc, on est à l'ère du télétravail. Faut-il vraiment aller dans le sens d'une réinvention du travail? Ça pose aussi toute la question de la résilience des populations. Aujourd'hui, cette pandémie a démontré la capacité de résilience de nos populations à s'adapter à des contextes de crise. Et d'ailleurs, ça a permis aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, avec le télétravail, ça a permis de développer de nouveaux types d'emplois aujourd'hui. Même le e-commerce et l'utilisation la technologie de l'information et de la communication, le digital, le numérique. Donc même de nouveaux types d'emplois sont en train aujourd'hui d'émerger. Et je pense... Le télétravail n'est pas contre l'emploi. Non, le télétravail n'est pas contre l'emploi. Vous pensez qu'il favorise justement l'emploi? Il favorise l'employabilité et même de nouveaux types d'emplois qui aujourd'hui se créent. Et c'est la raison également aussi pour laquelle d'ailleurs on commence à dire, même au niveau de la formation professionnelle, il faut aujourd'hui faire beaucoup de liens avec le domaine du TIC, des technologies de l'information et de la communication, le digital, mais aussi le numérique, qui désormais joueront un rôle extrêmement important. Et d'ailleurs, le BIT avait anticipé, parce que lors de du centenaire, des manifestations du centenaire de l'OIT, il y a eu un rapport que le directeur général du BIT a publié et qui a été préparé par des grands leaders à travers le monde sur ce qu'il a appelé l'avenir du travail. Parce que on avait déjà compris en 2019, avant même la pandémie de Covid, que le monde de demain ne sera pas celui d'aujourd'hui. Les emplois de demain ne seront pas les emplois d'aujourd'hui. Donc les qualifications, c'est aujourd'hui déjà. Oui. Donc les qualifications d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Donc comment anticiper? Et donc on avait déjà à l'époque parlé du rôle majeur que pouvaient jouer les technologies de l'information et de la communication, le digital et le numérique. Et aujourd'hui, on le voit avec le télétravail. Comment, dans un tel contexte, alors, peut-on protéger le travailleur? Comment? Cela se fait, ça aussi, c'est un avantage comparatif de notre organisation, c'est sa dimension tripartite. Ceci ne peut se faire que dans un cadre de dialogue fécond entre employeurs et travailleurs. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que toutes les stratégies, les discussions, les débats que nous menons puissent permettre de préserver les intérêts de l'entreprise, du point de vue de sa productivité, du point de vue de la survie de l'entreprise, mais en même temps aussi dans un cadre de solidarité et faire en sorte aussi de maintenir des emplois. Est-ce que les législations nationales comme internationales se sont adaptées à ce contexte? Les législations sont en mutation continue et les législations cherchent toujours à s'adapter à des contextes nouveaux et pour faire en sorte que aujourd'hui, dans le cadre du monde du travail, le plus important, c'est tout en assurant la continuité des entreprises, la productivité des entreprises, le maintien des entreprises, aussi assurer le maintien des emplois. Et donc, c'est travailler à trouver ce juste équilibre pour faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui, tout en ne perdant pas des emplois, et tout en ne perdant pas également les entreprises, trouver des solutions qui puissent convenir à ce dispositif-là. Justement, la logique de l'employeur, c'est la logique de la flexibilité. Mais la logique du travailleur, c'est la logique de la protection. À côté des deux, il y a aussi les États. Surtout chez nous, presque on assiste à une sorte même du retour de l'État-providence avec la crise que nous sommes en train de vivre. L'État est obligé d'injecter de l'argent, l'État est obligé de créer davantage de conditions pour que les gens puissent avoir un revenu, donc pour lutter contre la pauvreté. Comment concilier ces différentes logiques qui peuvent parfois être divergentes et qui le sont souvent d'ailleurs?
Il y a plusieurs dimensions dans votre question, plusieurs dimensions. Oui. La situation actuelle, les États interviennent pour sauver des économies qui sont en péril. Oui. Ça, c'est vrai. La résilience. La résilience. Et la relance. Et la relance, exactement. Oui. Mais de manière plus générale, le débat sur la flexibilité, sur la rigidité, c'est des débats qui datent de longtemps. C'est des débats qui ont été menés à des niveaux internationaux, au niveau des continents, au niveau des pays. Mais personnellement, pour moi, le plus important, c'est qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on recherche. Il n'y a pas d'emploi sans entreprise. Il n'y a pas non plus entreprise sans travailleurs. Et donc, chercher un juste milieu, c'est quoi? Aujourd'hui, si on veut faire une très grande rigidité, ça va faire fuir les investisseurs. Les législations du travail au niveau national, qui sont des législations rigides, feront en sorte que les investisseurs ne viendront pas. Donc, le climat des affaires n'est pas attractif. Donc, doing business. Exactement. Donc, il faut une législation qui soit favorable, n'est-ce pas, à l'éclosion d'un secteur privé dynamique dans un pays avec les investisseurs qui soient nationaux ou des investisseurs étrangers. Mais en même temps aussi, il faut faire en sorte qu'il puisse y avoir un minimum aussi de sécurité pour les travailleurs. Donc, flexibilité, oui, mais pas totalement la déréglementation, mais aussi il faut un minimum de sécurité pour les travailleurs. Et d'ailleurs, l'expression utilisée par certains, le juste milieu, c'est la notion de flexi-sécurité, c'est-à-dire la flexibilité dans la sécurité. Une flexibilité pour permettre aux entreprises de pouvoir continuer, d'avoir un secteur privé attractif, d'avoir un plan d'affaires et d'investissement au niveau du pays qui soit attractif, mais en même temps aussi qui puisse protéger les travailleurs. Alors, si on fait une photographie donc, de la législation en ce qui concerne le travail, il y a les conventions internationales, il y a également les lois nationales, code de travail dans chaque pays. Si on vous considère comme un peu le gendarme en tant qu'OIT, le BIT étant le bras armé de l'Organisation internationale du travail pour un peu schématiser, est-ce que vous préconisez aujourd'hui une révision des législations du travail au plan national? Alors, une révision des législations au plan national, notre rôle, comme je l'ai toujours dit, c'est un rôle d'appui conseil. Et il y a des conventions. Il y a des conventions. Ça, c'est par rapport aux conventions. Heureusement, d'ailleurs, le Sénégal, si on regarde aujourd'hui, je pense que le Sénégal a ratifié beaucoup de conventions. En tout cas, les 8 conventions fondamentales de l'OIT ont été ratifiées par le Sénégal. Maintenant, il se peut que dans la ratification des conventions et leur application et leur traduction dans la législation nationale, souvent il y a des écarts. Et au cours de la conférence internationale du travail, pas en tant que gendarme, mais simplement on peut interpeller les États pour voir dans quelle mesure ces différentes conventions internationales qu'ils ont ratifiées, comment est-ce que c'est appliqué au niveau de leur législation nationale. Ça se traduit par des révisions. Est-ce qu'il faut exactement. réviser? Et on accompagne les pays dans les révisions de ces législations. C'est ce que vous préconisez aujourd'hui. C'est ce que nous aujourd'hui. préconisons en termes de renforcement des capacités, en termes de mise à disposition d'outils. Et aussi de quoi? De mieux protéger les... Non, ça c'est pas le. Oui, c'est ce que je dis, ça c'est pas le rôle de l'organisation. Oui. Nous, on accompagne les pays dans leur volonté, n'est-ce pas, de développement. Et pour ce qui concerne le monde du travail, comme je disais tantôt, et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'au niveau de l'Organisation internationale du travail, les 3 parties sont présentes dans les débats. Notre conseil d'administration était un conseil tripartite. La conférence internationale du travail, c'est une conférence tripartite. Et donc, vous avez la voix des travailleurs, vous avez la voix des employeurs et vous avez la voix des États. Et les 3 parties viennent avec leurs arguments. Et c'est les arguments, n'est-ce pas, qui sont le mieux partagés, n'est-ce pas, qui sont retenus et qui permettent de formuler des conventions internationales qui doivent se traduire au niveau des législations nationales. Mais je dis simplement, ce qu'il faut aujourd'hui, parce que nous avons besoin de créer un maximum d'emplois dans les pays, maintenir ces emplois, mais nous avons aussi besoin, pour qu'ils puissent avoir des emplois, de créer des entreprises. Parce que l'État ne recrute plus, c'est les entreprises qui créent la richesse, donc qui génèrent des emplois. Et donc il faut une certaine flexibilité qui puisse permettre d'avoir un environnement législatif attrayant, un environnement des affaires attrayant, mais en même temps aussi protéger les travailleurs. Protéger, justement, le mot est lâché.
vous avez un intérêt particulier en termes de protection pour les enfants, parce que le travail des enfants est devenu une réalité, mais on a même vu qu'il y a, pour donner le dernier exemple en date, un mineur de 14 ans qui était dans une pirogue et qui en est mort, encouragé ou poussé par son père à prendre cette embarcation de fortune. Comment cela se traduit concrètement aujourd'hui en matière de protection des enfants par rapport au travail? Le phénomène du travail des enfants est un phénomène aujourd'hui qui mérite toute notre attention. Si nous prenons le continent africain est le continent aujourd'hui qui vient en première position en matière de travail des enfants. Aujourd'hui en Afrique, sur 5 enfants, au moins, vous trouvez un qui est au travail. Et ce phénomène aujourd'hui mérite d'être aboli. C'est la raison pour laquelle au niveau de l'OIT, nous parlons de pire forme, parce que toutes les formes de travail des enfants ne sont pas condamnables. Mais c'est les formes embarquées dans une pirogue et qui en est mort. Qu'est-ce que vous dites aux parents? Qu'est-ce que vous dites aux États aussi? Vous savez, la question du travail des enfants, c'est lié à beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs de pauvreté, il y a également des aspects culturels. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans cette question. Mais moi, je mets beaucoup plus en première ligne la question de la pauvreté et le manque d'emploi et de revenus pour les parents qui poussent les enfants, bien évidemment, à aller travailler. La place de l'enfant, c'est à l'école. Et donc, les législations que nous adoptons aujourd'hui, les mesures que nous préconisons, les politiques et les programmes que nous formulons, c'est d'abord de faire en sorte que les enfants puissent aller à l'école, mais en même temps aussi d'apporter des soutiens aux parents pour éviter que des enfants puissent continuer à travailler. Qu'est-ce que vous appelez pire forme de travail des enfants? Les pires formes de travail des enfants, pour mieux schématiser, c'est tout type de travail qui annihile le développement normal de l'enfant, y compris son accession à l'éducation et à la formation. C'est ça. Je peux prendre entre autres, par exemple, tout ce qui concerne l'utilisation des enfants dans les mines, l'utilisation des enfants dans les plantations, dans les champs, dans les travaux agricoles, dans les guerres. Donc c'est tout ça, n'est-ce pas, qu'on considère étant l'utilisation des enfants à des films pornographiques et autres. Donc tout ça, aujourd'hui, sont considérés comme étant des pires formes qu'il faut surtout abolir. Et même aujourd'hui, l'endoctrinement, pour parler du djihadisme. Leur utilisation au niveau de leur enrôlement dans les armées pour aller combattre auprès des djihadistes. Donc tout ça, pour combattre tout ça, il faut des politiques aujourd'hui fortes de la part des États, mais ça doit être accompagné de mesures qui puissent permettre aussi aux parents d'avoir des moyens de subsistance, et des moyens de revenus et d'emploi pour éviter que ces enfants soient dans les rues et soient utilisés à ces fins-là. On va prendre 2 minutes pour terminer cette émission parce qu'on ne peut pas évoquer quand même le monde d'après, le monde post-Covid. On parle aujourd'hui de relance de nos économies. Quel levier pour relancer l'économie, mais pour relancer aussi le travail? Le levier est majeur pour nous pour lancer aujourd'hui l'économie en période post-Covid. C'est au niveau d'abord de nos pays, de mon point de vue, c'est de continuer tous les schémas de développement, de croissance qui ont été développés, les renforcer davantage. Si je prends le cas du Sénégal, le plan Sénégal émergent, et comment continuer à le renforcer davantage, mais aussi tirer profit de nos avantages comparatifs. Et aussi aller dans le sens de la transformation, n'est-ce pas, structurelle de nos économies aujourd'hui, qui pour moi sont des dimensions ou des leviers sur lesquels il faut vraiment actionner pour permettre de faire en sorte qu'on puisse avoir des niveaux de développement, des types de croissance, et qui puissent permettre de maintenir nos entreprises, aussi de les développer, mais aussi de maintenir les emplois. Et une dimension aussi importante de mon point de vue, c'est la dimension protection sociale. La dimension de la protection sociale est une dimension essentielle. Comment protéger les populations, comment faire en sorte
que des nouvelles stratégies en termes de financement de la protection sociale puissent être mises en place. Et d'ailleurs, nous travaillons à cela avec des institutions telles que l'Union européenne, la Banque mondiale et d'autres institutions aujourd'hui pour que des pays puissent être dotés de véritables stratégies, programmes et plans, n'est-ce pas, sur la question de la protection sociale. La toute dernière question, elle est posée par un de vos compatriotes, Abdoulaye Maïga, interne en pharmacie, faculté de pharmacie du Mali. Vu que notre pays, le Mali, est sérieusement secoué depuis presque une décennie, on sait le phénomène des groupes djihadistes avec cette crise qui perdure dans votre pays, n'est-il pas venu le temps d'arrêter de dépenser, entre guillemets, vos compétences et vos connaissances ailleurs et contribuer dans le panier patriotique national, vu que par le passé, vous avez refusé d'être ministre au pays? Votre réponse? Non, ma réponse est très simple. Je l'ai toujours exprimée. On peut apporter sa pierre à l'œuvre d'édification nationale sans forcément occuper une position politique dans son propre pays. Et vous l'avez rappelé, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, toutes les fonctions que j'ai occupées au niveau de l'Organisation internationale du travail, les pays que j'ai couverts, le Mali fait partie de ces pays-là. Donc j'ai beaucoup contribué pour tout ce qui concerne les politiques d'emploi, les politiques de formation professionnelle, l'emploi des jeunes. J'ai beaucoup contribué à ma manière, n'est-ce pas, surtout pour ce que je sais faire, n'est-ce pas, qui est le domaine de l'emploi, le domaine de la formation. Donc j'ai beaucoup contribué pour mon pays et je pense qu'on peut aider son pays sans forcément être à un niveau ou à une station politique. Chacun peut contribuer où qu'il soit, n'est-ce pas, à l'œuvre d'édification nationale. Le retour au Mali dans l'immédiat n'est pas d'actualité? Je reste encore pour le moment fonctionnaire de l'Organisation internationale du travail. Et vous êtes Draman Aïdara, directeur de l'équipe d'appui technique de l'OIT au travail décent pour l'Afrique de l'Ouest et bureau de pays de l'OIT pour le Sénégal, le Cabo-Verde, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Vous étiez l'invité de l'émission Jury du dimanche iRadio ITV. Présentation Mahmoud Ibrakan, réalisation Masmoup, prise de son Iba Marsen. Pour le site Immédia SN Dieba pour les articles, à la photo Pape Doudou Diallo. Réseaux sociaux Biram Pouy et Momodou Diagne, merci de nous avoir écoutés et regardés. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.